Bonsoir à tous. La force muette parle sous sa plume. Rare chercheur sénégalais a levé le voile sur ce qui se cache derrière le treillis. Enseignant et chercheur qui change de tenue mais pas d'angle. L'enfant de troupe a certes déserté les zones de combat. Le temps a fait ses effets, mais il a investi le terrain militaire. Mission, organisation, effectifs, tâches, déploiement, tout sur les forces armées. Le rôle des forces armées de la défense nationale au développement. Ouvrage écrit par Amidou Sambaba. En plaisir de l'accueillir dans l'émission Belle Ligne. Amidou, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci également pour l'écriture qui se braque sur les forces armées. Vous décrivez au début, et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ou qu'il y aurait un vide scientifique, un problème de documentation concernant les forces armées. Pourquoi ? Mais parce que c'est un constat que j'ai fait il y a plus de 10 ans, quand je faisais un travail sur les questions de sécurité au niveau africain. Je me suis rendu compte que nous travaillons sur les problématiques de sécurité avec des regards extérieurs, particulièrement les regards occidentaux. Et pour moi, la recherche est un domaine stratégique et qu'il faut que les Sénégalais et les Africains puissent investir certaines questions stratégiques comme l'armée, comme la question des OMP, les organisations de maintien de la paix, ou plus simplement les questions qui concernent au premier plan leur société. C'est un problème d'accès à l'information où il y a une peur derrière? Je pense que c'est les deux, parce que j'ai mis beaucoup de temps déjà pour savoir qui est-ce qui a écrit sur les questions sécuritaires. Et dans le recensement ou dans la recension, il est difficile de trouver des gens qui ont travaillé de façon systématique sur le travail des militaires. Il n'y en a pas beaucoup. Dans les années 90, on a eu Eboe Outfoul, ainsi que Momar Kombo Diop qui avait initié un colloque sur ces questions-là, où il y avait vraiment beaucoup d'interventions. Sinon, il y a un certain Moussa Taï, Ehemba qui est décédé sur Armée et Nation. Mais on peut recenser, c'est une dizaine en tout cas, au total de production, y compris la production le dernier que j'ai vu, le dernier travail sur l'armée, c'est celui de Ibrahim Silla, Armée, et le vote et les militaires. Et ce sont des travaux qui ne sont pas vraiment dans une perspective systématique du travail. Sinon, c'est des travaux de Dominique Bangoura, par exemple, pour la Guinée, ou Céline Thiriot pour le Mali, mais il n'y a pas un travail systématique sur l'armée. Alors, la difficulté, c'est que l'armée ne parle pas tout le temps, à part la dire pas, et ensuite, au niveau des archives, au niveau de l'accès, de la réglementation de l'accès à l'information, les chercheurs n'ont pas un statut qui leur permet d'aller directement à la source. Et quand je suis allé aux archives nationales, on se rend compte aussi qu'à ce niveau-là, où j'ai fait plus de 6 mois, qu'il y a beaucoup d'archives qui n'ont pas été versées pour des raisons de confidentialité. Donc ça rend difficile. Donc ce qui amène à la deuxième situation, certains chercheurs, en tout cas en sciences politiques, s'intéressent plus, en tout cas en Afrique, aux problématiques de démocratie, de liberté. Et je me suis dit à un moment donné, mais l'armée, les questions sécuritaires, les questions de défense aussi font partie de la recherche. Et quand en sciences politiques, on parle vraiment de sciences politiques, on parle de high politics et ça renvoie aux problématiques stratégiques, dont la question militaire. Ce défi-là, vous l'avez relevé à travers cet ouvrage. C'est parce qu'il y a une formation d'abord qui vous a influé pour parler un peu des forces armées. Vous étiez enfant de troupe. Est-ce qu'il y a tache d'huile entre votre formation et le défi décrit sur les forces armées? Oui, c'est qu'un chercheur est un opportuniste. Et je me suis retrouvé à un moment donné en me disant, je vais travailler sur l'armée. C'était d'abord un projet de livre, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, en tout cas, qui réglait ce problème-là. Et quand les gens me posaient la question sur la vie militaire, je me rendais compte qu'il y avait un décalage entre ce que les gens pensent et ce que l'armée est réellement. Ayant grandi dans un camp militaire, et je me suis dit, bon, c'est une opportunité, là, la question. J'ai le réseau qui me permet et une certaine sensibilité de faire un travail au moins d'élucidation, un état des lieux, et c'est comme ça. Et aussi, il y avait une question aussi de frustration. Quelque part, quand je lisais un manuel de géopolitique de Pascal Boniface à l'époque, et j'étais content de le lire jusqu'au moment où il arrive au chapitre sur l'Afrique, où il n'en fait qu'un seul paragraphe. Et à part de ce moment-là, je me suis dit, voyez, il faut que nous,
quand moi je suis sénégalais, que je m'intéresse d'abord en tant que chercheur aux problématiques qui peuvent intéresser les Sénégalais. Et c'est comme ça que les travaux de recherche, si vous regardez mes recherches, elles sont tous orientées au lieu, ou en tout cas à notre société. Vous vous interrogez d'abord sur une question existentielle. On regarde le militaire, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'est un militaire au Sénégal. On ne le sait pas. Oui, c'est vrai, c'est un constat. Pourquoi? Parce que les casernes ne sont pas accessibles aux populations. Maintenant, il y a même une nouvelle tendance. On voit que la marine fait des journées portes ouvertes. Dernièrement, il y a eu aussi la journée porte ouverte de la base aérienne Mam Andala. Ça, c'est de très bonnes choses. Ça permet de reprendre en tout cas le lien entre armée et nation. Parce que c'est extrêmement important, surtout dans notre contexte actuel avec des menaces asymétriques, qu'il y ait vraiment une plus grande collaboration entre les populations et l'armée, qui a vraiment une nouvelle problématique très difficile à gérer, et la population a un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a un décalage entre la vie militaire et la vie civile, et il faut en tout cas créer des liens ou des passerelles entre les deux pour en tout cas mieux prendre en charge cette nouvelle problématique asymétrique. Et d'ailleurs, vous dites que le militaire, c'est pas seulement celui qui porte ou celle qui porte le treillis, c'est un agent social, c'est un homme. C'est un être humain. C'est un être humain. Comme vous et moi, nous avons tous au Sénégal un parent, un frère qui est militaire, un ami qui est militaire, un camarade de classe qui est militaire. Et quand on demande à chaque citoyen de raconter comment il voit son ami ou son frère militaire, on verrait que le militaire peut être étudié d'un point de vue anthropologique et sociologique pour permettre de mieux les comprendre en fait. Et que ça fait qu'au niveau politique, ça participe à une formation citoyenne. Pour que lorsque par exemple on est en période de tension et qu'on interpelle les militaires, qu'on n'oublie pas que les militaires c'est des êtres humains, ils sont intelligents, ils sont formés dans les meilleures écoles possibles dans le monde. C'est des gens qui ont des diplômes dans tous les... En fait, que ce soit en ingénierie, en économie, en droit, en philosophie, en littérature, et vraiment dans des domaines les plus variés, et que c'est des gens qui participent à la construction de ce pays dans le silence le plus absolu. Faut-il briser ces sacralités ou maintenir un peu ce lien sacré-là? C'est un militaire, donc on s'était, c'est un homme de tenue, donc on s'était, etc. Où il y a un vice derrière cette sacralité-là qui entoure les forces de l'ordre. Oui, il y a un mythe, mais ce mythe est entretenu par l'ignorance. Et je pense que si l'armée fait de plus en plus des journées portes ouvertes, par exemple, qu'on renseigne son travail, et comment, parce que l'armée peut servir de modèle. Pourquoi le sous-titre de la défense au développement? C'est parce que l'on ne mesure pas combien de Sénégalais ont été formés grâce à l'armée. On les a formés, on les a disciplinés, et au-delà de ces disciplines, on leur a donné, au-delà de participer, de leur montrer en tout cas qu'ils participent à la construction de la nation, on leur a donné un emploi. Il n'y a aucun militaire qui sort de sa formation sans avoir un emploi. Alors qu'on sait que le processus de développement, c'est un processus lent. Et c'est un processus, en tout cas dans la perspective du rapport du PNUD de 1990, il faut des conditions. L'éducation, la santé, l'accès à l'emploi ou revenu, l'accès à un environnement sécurisé et la participation à la vie collective ou politique. Donc, regardez, quand vous êtes un simple citoyen, vous n'avez aucune qualification, vous allez dans l'armée, au bout de 4 mois, ça équivaut à la formation initiale du combattant, on vous apprend à être discipliné, on vous apprend à exécuter et à commander, et au-delà, on vous donne une certaine responsabilité, et quand vous sortez de cette formation au bout de 2 ans, la durée légale, vous avez le dernier moment de la formation, c'est la formation qualification emploi, FQE. Vous avez vraiment une formation, on vous ventile, vous allez être formé, vous avez au moins un diplôme qui vous permet d'être réinséré au niveau professionnel quand vous sortez de l'armée. Et c'est ce qui me fait dire que l'armée est un levier de développement. Si on investit un peu plus, la question de la qualification, de la formation des jeunes, on est une population jeune, l'armée a un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Pour moi, il ne s'agit pas juste de problématiques de défense, mais l'armée donne à combien de jeunes la possibilité d'exister socialement. En tout cas,
l'image de l'armée n'est pas souillée par les événements politiques, qu'importe de 1960 jusqu'à nos jours. Il y a une image qui est là, qui est dorée. C'est l'armée nation, l'armée sénégalaise qui est professionnelle et reste professionnelle malgré les soubresauts politiques. C'est lié à quoi? À la géographie qui est un peu bénéfique pour la sécurisation de notre territoire ou bien à la formation? Alors, il y a deux choses. Kissinger disait qu'un État est un peu prisonnier de sa géographie. Si on était un pays limitrophe à la Somalie, je pense qu'on aurait une autre histoire politique plus compliquée. Un pays fait son histoire, mais subit sa géographie. Voilà, subit. Et ça fait qu'en fait, oui, il y a cet aspect-là, mais l'aspect formation ici au Sénégal est très important. On a une armée, l'une des plus formées, en tout cas, parce que les officiers qui gèrent ce pays, depuis 60 jusqu'à présent, grâce à la coopération de sécurité et de formation, ont les formations, en tout cas la formation initiale, les meilleures au monde. Les officiers de l'armée sénégalaise sont formés à Saint-Cyr, ça tout le monde le sait, à Annapolis, à Marrakech. Ils sont formés à Livourne, en Grèce. Je pense au capitaine Emma qui est décédé il n'y a pas longtemps, le pilote, qui était formé par exemple en Grèce et tout ça là. Donc ça fait que la formation est fondamentale pour avoir une armée républicaine. Ce qui fait que quand bien même il y a une tension politique, on l'a vu, 62, il y a eu la discussion, je mets dans le livre, la discussion que rapporte l'ancien président Abdou Diouf dans ses mémoires, entre le général Jean-Alfred Diallo et Senghor, qui lui pose directement la question, mon général, est-ce que ceci est un coup d'État? Le général lui répond, non, monsieur le président. Donc ils sont venus discuter, et c'est des agents qui ont permis de désamorcer. Les gens ne voient pas ça, cette crise-là. Pourquoi? Parce que dans les circuits de formation, on a formé des officiers qui savent décrypter n'importe quelle situation de tension pour sortir de cette tension. Parce qu'on oublie que les militaires, c'est les premiers diplomates historiquement qui savent négocier. Ils ne sont pas seulement formés à l'usage de la violence physique légitime, pour reprendre un peu l'expression de Max Weber. Donc, ce mythe fait que on pense que le militaire, tout ce qu'il sait faire, c'est de la violence physique légitime, alors que en dehors de la guerre, c'est des gens qui participent à la construction, qui sont de bons diplomates, qui ont négocié des situations très tendues. Et historiquement, c'est pourquoi on ne peut pas les mêler, par exemple, aux problèmes politiques, parce qu'ils comprennent. Et je me souviens, une fois, je discutais avec un général, je lui ai dit, mais pourquoi? La question du coup d'État, qui est une question souvent de tension, parce qu'on pense vraiment, il faut savoir quoi en dire, parce qu'en tant que quelqu'un qui gère la politique étrangère, vous devez éviter de froisser, par exemple, c'est agité dans le champ politique. Ouais. Voilà, c'est agité, mais il faut, d'un point de vue diplomate, au moins pour éviter les pays, parce qu'on a le recensement de 60 jusqu'à dans les années 90, il y a eu des vagues de coups d'État en Afrique, que ce soit au Bénin, les seuls États qui ont été épargnés, c'est le Botswana, ou les pays qui sont devenus indépendants très tardivement, comme la Namibie et tout ça là. Donc, mais pour le Sénégal, la question s'est posée, et quand je faisais le travail, je me dis, mais quelqu'un qui est dans une échelle structurelle, qui est là pour 30, 40 ans de carrière, un officier, ne pense pas de la même manière que quelqu'un qui est là pour 10 ans, 12 ans. Et ça a réglé le problème. Et ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien formé, quelqu'un qui comprend les enjeux, qui anticipe sur tout ça là, mais qui sait ce qui lui est permis et ce qui ne lui est pas permis de par son statut et la réglementation en vigueur. Et ça, c'est des gens formés, des gens hyper intelligents, des gens qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour participer à la construction nationale, qui font ça, mais malheureusement, on ne les connaît pas bien. Et qui se mettent toujours au-dessus de la mêlée, parce que l'agissement politique fait de telle sorte que des mots sont sortis dans un contexte sociopolitique chaud, bouillant, mais l'armée a toujours été au-dessus de la mêlée. Mais parlons un peu des liens, des liaisons dangereuses entre guillemets entre les forces armées et le président de la République. Vous parlez un peu de ce cordon ombilical constitutionnellement établi entre le président et les forces armées, mais on a vu des affectations qui seraient politiques. Est-ce que cela menace-t-il la stabilité au sein de l'armée? Vous en parlez dans votre ouvrage. Absolument pas. Si on a absolument pas. C'est catégorique. C'est catégorique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le principe de la subordination du militaire au civil, c'est un principe républicain. Il n'y a pas, quand on te dit l'armée est une des deux composantes nécessaires pour qu'on parle d'État. Oui. Et lorsque dans la dynamique de l'Occident, Norbert Elias raconte la formation
des premiers États modernes, il explique que l'État moderne est apparu parce qu'il y a eu deux choses. C'est la loi du monopole, du double monopole. Le monopole fiscal, l'État a le monopole de prendre des impôts sur tout le monde. On en sait quelque chose. Si votre voisin vous le demande, si votre voisin vous demande ça, vous allez vous battre. Si quelqu'un vous demande, on va appeler ça du racket, on va appeler ça tout ce que vous voulez. Mais c'est seul l'État qui a cette prérogative. Cette première prérogative permet qu'on parle d'État. Deuxième prérogative fondamentale, le fait de lever des armées. Mais ça, ce n'est possible que si on comprend dans le fonctionnement institutionnel quel est le rôle de l'État et de la fiscalité. Et cette loi du double monopole permet de parler de ce qu'on appelle le principe de différenciation. C'est ce qui fait que l'État, comme institution même publique, est différente des autres institutions publiques. Comme institution publique, il y a l'Université de Dakar est une institution publique. Qu'est-ce qui différencie cette institution publique de l'État? C'est que l'État a la loi du double monopole, et ça existe depuis longtemps. Et ça n'a pas vocation à changer. C'est vrai que historiquement, au niveau politique, il y a eu des incursions. J'ai débattu avec un autre officier qui me dit, s'il n'y avait pas César qui avait fait le coup d'État, peut-être que Rome ne serait pas ce grand homme. On a débattu pendant des heures ou des jours sur cette question-là. Mais le statut règle ce problème-là. C'est le chef suprême des armées, gardien de la Constitution, et c'est ce qu'on appelle le pouvoir discrètionnaire. Ça ne peut pas créer de frustration. Non, parce que récemment, on a eu un débat sur ça. Oui, mais qui en débat? L'officier concerné ne voit pas de problème par rapport à cela. Et d'ailleurs, il a même relevé que c'est seulement les citoyens qui ont vocation à faire ça, mais ils cherchent des problèmes là, il n'y en a pas. Mais l'armée a une culture de management et les gens bougent tout le temps. Le principe de l'administration, parce que l'armée aussi est considérée comme une administration. Les gens bougent tout le temps. Et ce n'est pas un problème. On peut être content ou pas, on peut comprendre ou pas, mais ceux qui sont en interne comprennent que c'est la gestion normale d'une carrière. Les gens bougent tout le temps. Et ça, c'est le rôle de, en tout cas, d'un administratif. On peut vous amener de tel ou tel endroit, et ça fait partie des règles du jeu. Et le président de la République, qui est un civil, qui est le chef suprême des armées, il a un rôle à jouer dans cette stabilité-là. Oui, il doit respecter les normes de gestion prévues, parce que ce n'est pas le président lui-même qui sécrète la loi. Lui-même doit obéir à la loi, puisque c'est la loi, au nom de cette loi-là, qu'on a fixé les règles du jeu dans la Constitution pour l'accès et l'exercice du pouvoir. Donc, il va dans l'exercice du pouvoir, même si on comprend les tensions politiques, essayer en tout cas au mieux de sa personne et des contextes, respecter ce que la loi dit sur la gestion des personnels et tout ça. Et ça, s'il le fait, je ne vois pas en soi comment ça peut... Parce que ce n'est pas lui qui crée la loi, mais l'État, c'est le principe de la souveraineté. Lui-même, l'État, obéit à la loi. C'est ça le principe de la souveraineté. Un droit originaire et suprême. C'est-à-dire que même ceux qui sécrètent la loi sont obligés de respecter la loi. Parlons maintenant de l'actualité avec l'insécurité ou le sentiment d'insécurité. Est-ce que les forces armées ont un rôle à jouer sur ça? Oui, elles peuvent aider, elles peuvent venir en appoint. Parce que parler de la sécurité des personnes et des biens, la et des sécurité services. politique et la sécurité économique. Oui, non, l'armée a un rôle à jouer, par exemple, au niveau des frontières. Au niveau des frontières, parce qu'un État, c'est un territoire, une population et un pouvoir politique. Mais au niveau des frontières, vérifier qui entre, qui sort, l'armée a un rôle à jouer. Avec bien sûr, là, à côté de la douane, à côté de la police des frontières, ça permet déjà de contrôler, de ficher qui entre, qui sort. Ensuite, au niveau de la gestion de l'ordre public, on en parlait tout à l'heure, la gendarmerie et la police. Parce que l'ordre public, la gestion de l'ordre public est beaucoup plus difficile, on va dire, et l'armée, de façon classique, ne gère pas cette question. Elle peut venir en appoint dans certaines situations, mais ce n'est pas vraiment son premier rôle. Ça, c'est dévolu à la gendarmerie, c'est dévolu à la police. Et l'ordre public, c'est quoi? Ces trois éléments. La sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique. Ce sont les trois éléments qui composent l'ordre public. Et il y a un quatrième élément, je disais tout à l'heure, c'est la dimension de la dignité humaine. Parce que c'est en référence à l'arrêt Marsan-sur-Orge, un arrêt qui a été pris par le maire de Marsan-sur-Orge pour interdire un concours de lance et de nez. Et comment il avait motivé cette interdiction? C'était que ça remettait en question la dignité humaine. Donc tout ce qui remet en question la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la dignité humaine sont des éléments qui composent l'ordre public, et l'État
par ces démembrements des forces de défense, doit permettre que les gens puissent éviter ce genre de situation-là. Donc, la circulation des armes, les comportements à risque, que ça soit sur la route, que ça soit dans les quartiers, le fait de jeter des ordres dans la rue, le fait de faire des organisations ou des manifestations même sur la voie publique, sont des troubles à l'ordre public. Donc, tout ça là, c'est en charge et ça, il y a des dispositions qui sont prévues pour régler. Par exemple, comme dans les événements politiques, on a vu l'armée investir. Dakar est protégé, ça fait partie. Parce qu'on parle un peu que la République vacillée, etc. On a vu l'armée. C'est dans des situations vraiment tendues. Exceptionnelles. Parce que l'armée est un moyen de dissuasion. Ça, et on n'a jamais vu, vous avez remarqué comment, comparativement à d'autres pays, comment l'armée est reçue par la population. Oui. Cette tension-là que les gens imaginent, regardez, on a eu beaucoup de vidéos sur comment la population accompagne l'armée quand elle va. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, ce lien existe, mais qu'il faut renforcer. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour renforcer le lien entre, parce qu'on a besoin de ça, surtout dans le contexte actuel. Contexte sécuritaire ouest africain, là, on a besoin d'une collaboration étroite, plus étroite en tout cas, entre population et militaires. On quitte la terre pour se plonger dans les eaux. Vous parlez également de la marine nationale, on exploite le pétrole et le gaz, le défi de la marine nationale. Vous parlez un peu des frontières maritimes et des frontières à risque, vous parlez de cartes de frontières à risque. Aujourd'hui, est-ce que le défi est dans le Grand Bleu, surtout la marine nationale aujourd'hui, dans ce contexte d'exploitation du pétrole et du gaz? Oui, c'est juste là, la marine fait un énorme travail depuis des années et lorsque j'ai fini ce travail-là d'ailleurs, la marine était sur une montée en puissance. On a vu plusieurs fois la réception de patrouilleurs par l'ancien président Macky Sall. On a vu parce qu'on a compris que il y a eu un changement de curseur. Les années précédentes, le curseur au niveau maritime, c'était le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden qui était vraiment la zone à risque et tout ça. Mais on a vu ces dernières années qu'il y a eu beaucoup plus. J'ai eu à travailler d'ailleurs, même indépendamment de ce travail-là, sur le golfe de Guinée. Et le Sénégal fait partie du golfe de Guinée. Et de l'Angola jusqu'au Cap-Vert, c'est un nouveau lieu de circulation de piraterie et tout cela, de détournement de bateaux et tout ça. Donc, et c'est pourquoi on a mis en place ce qu'on appelle l'architecture de Yaoundé. Et au niveau de cette architecture-là, qui a plus de 10 ans maintenant, la marine nationale, dans la zone G, joue un énorme rôle. Et surtout même jusqu'au niveau même de le système de recherche et de sauvetage des personnes disparues. C'est la marine nationale qui est en charge jusqu'au Ghana. Donc tout ça là, ça fait que ça veut dire quoi? C'est large. C'est vaste, mais c'est en collaboration avec toutes les marines, que ce soit de la Côte d'Ivoire. Il y a un système vraiment institutionnel qui structure cette zone-là, le golfe de Guinée. Mais si on regarde avec les rapports de la marine marchande, le curseur est en train de venir vers le golfe de Guinée. Et à ce niveau-là, si on rajoute la découverte du pétrole et du gaz, et bien sûr sa gestion, on peut penser valablement que les terroristes vont avoir un regard sur ça, et les pirates. Et on voit que ces dernières années, les terroristes essaient de venir au niveau du golfe de Guinée. On a eu des attaques au Ghana, au nord du Ghana, des attaques au nord du Bénin, au parc W et Pendjari. Bien sûr, on a eu Grand Bassam. Mais tout ça là fait penser que les terroristes essaient de venir au niveau du golfe de Guinée, ce qui pourrait changer leur échelle. Parce que le terrorisme est en train de s'hybrider. La hybridation du terrorisme, c'est qu'ils utilisent en même temps maintenant les autres économies criminelles qui existent pour acheter des armes, recruter des gens, essayer d'avoir plus de poids. Et donc, je pense que les armées sont au courant. Parce que c'est en lien avec notre géographie, on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais parce que ces terroristes... Saint-Louis et Dakar. Oui, mais pour le Sénégal n'est toujours pas encore aussi exposé que les pays que je viens de citer. Et ils sont au courant et on a eu à faire des travaux sur ça. Dernièrement, il y a eu la rencontre des chefs d'état-major. Notre chef d'état-major a fait même une communication sur la situation de l'Afrique de l'Ouest. Et ça fait qu'ils sont au courant et c'est une bonne chose. Ça permet, parce que le terrorisme, il faut anticiper sur la démarche des terroristes. Ils utilisent, comme un des généraux l'a dit, le général Makhtar Diop, que le terrorisme a la vocation de faire voir quand il s'attaque à un pays
de faire voir ces défaillances structurelles. Et donc jusque-là, nous, on a su en tout cas jusque-là anticiper. Et je pense, et c'est à ce niveau, c'est pourquoi je dis souvent, les gens ne comprennent pas comment la population peut jouer un rôle, mais le modèle marocain de renseignement que reprend l'Espagne vient apprendre chez les renseignements marocains, mais c'est un modèle pratique où on met en avant le rôle de la population dans le fait de remonter des informations, tout ça. Donc, c'est une affaire de tout le monde, et que ça soit au niveau maritime, que ça soit dans toutes les problématiques qui peuvent nous concerner, c'est une affaire de tout le monde. Et tout le monde doit jouer un rôle. Et ça, il ne faut pas juste penser que c'est juste une affaire de militaires, parce que s'il y a un problème dans notre pays, on va tous en pâtir. Donc, je pense qu'il faut mobiliser tout le monde autour de ces problématiques, les formations qu'il faut, les séminaires qu'il faut, les renseignements, quitte à faire, je ne sais pas, les journées portes ouvertes, c'est une très bonne chose, mais il est possible de faire d'autres choses aussi. Mais on sait qu'ils attaquent les pays qui sont institutionnellement plus faibles, et la base arrière de ces groupes-là, c'est le Burkina, depuis 2015. Donc, les attaques se font la nuit, à bord de Jakarta, ils viennent la nuit, parce que ces zones-là, en Afrique de l'Ouest, il y a plus de 8000 hectares de parcs forestiers qui ne sont pas contrôlés par les États. C'est ça la lutte. Donc les terroristes regardent là où ça ne va pas et ils vont utiliser ces failles-là. Et surtout dans ces pays. C'est ce qu'ils ont toujours utilisé, que ce soit au Bataclan, que ce soit pour le 11 septembre. Vous voyez, on regarde les failles, ce qu'on ne regarde pas. Et c'est à part de là-bas, c'est d'ailleurs Dario Battistella le dit dans un de ses livres, La théorie RI, qu'aucun des chercheurs n'a pu anticiper sur le modus operandi du 11 septembre. Et donc tout ça, on doit changer le paradigme de réflexion. La sécurité classique n'est plus la sécurité moderne où les acteurs ont changé, les formes, ça c'est Sébastien Souraï qui le dit, les formes, les armes, tout a changé. Et ce sont des gens qui ne respectent aucun droit. Le droit international est utilisé juste pour quand il y a un procès, mais c'est des gens qui contournent les règles, la réglementation sur la guerre, sur tout ça là. Donc aller taper sur des civils, sur une école, comme on a vu au Kenya, tout ça là, ou aller fermer des écoles, ou faire du trafic de tabac, d'êtres humains, tout ça là. Etc. Voilà, moi je dis que le terrorisme est plus de l'entrepreneuriat maintenant qu'autre chose. La dimension idéologique, c'est juste du marketing. Mais dans la réalité, c'est des gens qui sont dans l'entrepreneuriat politique, entre guillemets, ils exploitent la misère des gens et contre les sociétés. Exactement. On va finir par l'international. On a parlé de national. On a parlé également de la marine, le défi du Grand Bleu. Pourquoi l'armée sénégalaise est-elle tant convoitée sur l'international? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous parlez un peu de ces opérations sénégalaises en Gambie, en Guinée-Bissau, Fodé-Kaba 81, Bissau 99. Mais l'armée est convoitée sur l'international. Qu'est-ce qui l'explique? Mais parce que, vous savez, l'armée du Sénégal a très tôt été projetée. Notre première projection, c'est au Congo, en 61. C'est même sous la bannière de la Fédération du Mali. Ensuite, on est parti au Sinaï. Et ce qu'on a, c'est les leçons du terrain. On a observé les militaires sénégalais sur le terrain, on a vu un grand professionnalisme. Et une fois, je parlais au chef d'état-major, il m'a dit, en fait, je lui demandais par rapport à la doctrine d'intervention, tout ça, il me disait, en fait, nous, les premiers qu'on a eu, les premiers militaires sénégalais, c'est des gens qui ont une vaste expérience, même avant d'avoir une projection. C'est des gens, le terme qu'il a utilisé, il m'a dit que c'est des grands baroudeurs. C'est des gens qui ont fait le tour des opérations et c'est cette expérience-là qui a été utilisée à bon escient. Donc du coup, quand on a observé le comportement des Sénégalais qui sont très corrects, qui sont professionnels, parce que ça c'est l'effet de la formation, et ça a créé ce qu'on appelle un soft power, un capital confiance, et surtout que dans un contexte où les opérations de maintien de la paix ont commencé en 1948. Et ça a évolué. Et quand à un moment donné, on a posé la question à Kofi Annan, il a dit en fait, c'est un travail qui n'est pas prévu pour les militaires. Mais vous êtes les seuls qui pouvaient faire ce travail-là. C'est un dilemme. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est une patate chaude. On a regardé toutes les professions. On ne voit pas à qui on peut donner ça. On a donné ça aux militaires. Et ça a permis d'avoir une piste
C'est pourquoi le Sénégal a projeté plus de 35 000 soldats sur les ONP depuis 60 jusqu'à présent. Il y a très peu d'opérations de maintien de la paix où on n'a pas eu des Sénégalais. Haïti, Angola, actuellement il y en a en Centrafrique. Et c'est à partir des années 90, au début des années 2000, qu'on a changé le formule. Mais au départ, c'était que des militaires. On a eu plus tard des gendarmes, des policiers et même d'autres, des avocats, des juristes, des magistrats, parce qu'on a compris que l'intervention purement militaire ne règle pas des conflits structurels. Pour reconstruire institutionnellement un pays, le pays a besoin de plusieurs institutions. Et pour travailler à la reconstruction, l'intervention militaire doit être ponctuelle. Si ça dure au-delà d'un certain temps, les populations sur place ont tendance à penser que c'est une invasion, que ça soit une perception ou pas. Donc, il faut qu'il y ait une intelligence dans l'intervention. Et à ce niveau-là, on a des officiers qui sont formés, qui ont d'autres profils, juristes, ingénieurs, tout ça, qui peuvent aider à la reconstruction, à la mise en place. Et là, on parle de post-conflit. Et à ce niveau-là, les Sénégalais, du fait de leur professionnalisme, sont très prisés. On est au niveau mondial, on fait partie des 12 pays qui contribuent le plus dans les opérations de maintien de la paix. Et donc pour ça, c'est parce qu'il y a un capital confiance, il y a un système de contrôle des Nations Unies, il y a eu des cas d'exaction ou des trucs sur les droits de l'homme ou des cas de viol, mais il n'y a jamais été question de soldats sénégalais. Et d'ailleurs, dans certains cas, le général Mansour Seck, une fois, m'a dit, par exemple, que pour l'intervention, notre première intervention au Libéria, c'était une demande des États-Unis. On revenait de tempête du désert avec les décès qu'on a connus, les 90 soldats dans le crash. Et pourtant, les États-Unis ont insisté pour que les Sénégalais aillent intervenir au Libéria. Pourquoi? C'est le professionnalisme qu'on a observé dans tous les théâtres d'opération où les Sénégalais sont intervenus. Et il faut pas, on n'oublie pas, on parle d'OMP, du capitaine Mbaye Diagne, de comment il a fait évoluer la doctrine à ce niveau-là, en termes d'OMP. Et c'était un Sénégalais, donc d'ailleurs il y a une médaille capitaine Mbaye Diagne. Et ça montre en tout cas le professionnalisme des Sénégalais. C'est pourquoi les gens ont souvent demandé à ce que voilà, ils sont toujours les bienvenus. Et dans le livre du colonel Abdelaziz Ndaw, il raconte comment, quand ils sont partis au Libéria, comment ils ont été accueillis par la population. Et ça, c'est important. C'est un excellent levier démocratique, les forces armées. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci pour cet ouvrage. Non, merci pour l'invitation et d'avoir l'opportunité de parler de la miette. Oui, la miette a parlé dans cette émission. Le rôle des forces armées au Sénégal, de la défense nationale au développement, préface du général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées. Excellent ouvrage, rarissime même dans le champ de la documentation, surtout pour un chercheur sénégalais. Merci Amas qui nous quitte. Il a été là du début jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle aventure. Notre réalisateur, parfois religieux, mais aujourd'hui littéraire. Merci beaucoup Amas pour tout le travail titanesque abattu pour la réalisation de beaucoup d'émissions ici à ITV, mais pas que. Bon vent et beaucoup de courage, une lourde perte pour nous, mais bravo. Géantissime masse comme un corps d'armée. Merci également à Ngala Moussa pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel espace du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.